Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13 heures à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Les cotonculteurs de la zone CMDT aux urnes aujourd'hui à Bamako. Les délégués des 4 filiales vont choisir les membres du conseil d'administration de la Confédération nationale des producteurs de coton. Un dossier société dans ce journal, quand les réseaux sociaux deviennent des oiseaux de mauvais augure. Ils relaient toutes sortes de nouvelles, des plus banales aux plus terribles, comme l'annonce de décès sans gêne et sans autorisation formelle. Pour quelles conséquences? Réponse avec Maïmouna Guindo en cours d'édition. Sport, du basketball avec les quarts de finale de la Coupe du Mali jouée hier. Du football sur le continent et en Europe, une page animée par Ari Matina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le renouvellement des membres du conseil d'administration de la Confédération nationale des producteurs de coton se tient aujourd'hui au bureau de la Confédération à Bamako. Les délégués sont venus des 4 filiales de la CMDT, Sikasso, Koutchala, Fana et Kita. À l'issue des votes, un nouveau président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton sera élu. Dougou Fana Traoré. Cette élection est le couronnement de plusieurs consultations qui se sont déroulées à la base, villages, secteurs, unions et régions. La présidente doit élire le nouveau président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton et mettre du coup fin aux fonctions du mandataire judiciaire de la Confédération que l'État avait désigné pour mener à bien tout le processus électoral. Souleymane Fomba, mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. On a eu les élections à la base. Ensuite, au niveau des unions sectaires, on a eu la semaine passée les élections au niveau des 4 fédérations régionales. Et aujourd'hui, c'est au niveau de la fêtière nationale où on va désigner les 12 membres du conseil d'administration qui vont désormais parler au nom de tous les cotonculteurs du Mali. L'objectif ultime de ces consultations, avait dit le président de la transition, est de ramener le calme et la cohésion chez les producteurs de coton. Après une année de boycott des cotonculteurs, le président Assimi Goïta avait estimé que le Mali devrait vite retrouver sa place de premier producteur de coton graines en Afrique. Mounoubo Keïta, ministre du Développement rural. La mise en place de cette confédération va permettre de mettre fin aux crises que les acteurs de la filière coton connaissent. L'entente, la cohésion entre eux leur permet de se focaliser sur le travail. Et quand ils vont se focaliser sur le travail, ils vont produire beaucoup de coton. Et la production de coton étant liée à la production de céréales, ils contribueront aussi à l'autosuffisance alimentaire. Djemina Toussangari, ministre de la Santé et du Développement social. Le message essentiel, c'est celui des plus hautes autorités du pays. C'est que tout se passe dans la plus grande transparence, avec les règles de démocratie, et surtout qu'il y a l'entente, qui est la paix, parce que le coton occupe une place très importante. Au démarrage des travaux, l'urne, l'isoloir, les bulletins de vote et autres accessoires nécessaires aux élections étaient visibles dans la salle. Pour la transparence de cette élection, un important dispositif sécuritaire a été déployé. Sur un autre plan, améliorer la qualité de l'apprentissage des enfants non scolarisés, c'est l'ambition de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Le nouveau modèle de classe passerelle sera désormais mis en œuvre. Il vise une meilleure formation des enfants non scolarisés. À cet effet, une session de formation est organisée pour permettre aux acteurs de maîtriser ce nouveau modèle. Batraoré. Le centre de l'éducation non formelle à visée scolaire est le nouveau modèle de classe passerelle que le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires s'apprêtent à mettre en œuvre. Cette innovation vise à améliorer l'apprentissage des enfants non scolarisés de 8 à 15 ans. Mais cet objectif ne peut être atteint que si les acteurs sont bien formés. C'est là Fatoumata Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Il a été recommandé de créer des centres d'éducation non formelle à visée scolaire. C'est-à-dire au bout d'un an, il faut que ces enfants qui pratiquent le non formel, qui sont dans le non formel, aient la chance d'aller vers le formel.
Donc c'est ce qu'on appelle les centres d'éducation non formelle à visée scolaire. Donc c'est une innovation dans la sous-région. La session de 3 jours est organisée par la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales en collaboration avec la Fondation 40 ans. Il faut noter que le nouveau modèle de passerelle sera mis en application au Mali et dans 5 autres pays de la sous-région. Atelier de renforcement des capacités des organisations des personnes vivant avec un handicap. La rencontre porte sur les thèmes amélioration de l'accessibilité des centres de recensement des électeurs et des bureaux de vote aux personnes vivant avec un handicap. Elle est organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en partenariat avec la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. L'atelier se tient à Bamako les 5 et 6 octobre 2022. Compte rendu Valentin Roger Diallo. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux a mené en 2021 une étude sur l'intégrité des élections au Mali. Il en ressort une participation insuffisante des personnes vivant avec un handicap au processus électoraux. La Fondation tente donc de renverser cette tendance à travers ces 2 jours de rencontres. Elle veut améliorer l'accessibilité des bureaux de vote et des centres d'enregistrement des électeurs aux personnes vivant avec un handicap. Mathias Ongpe, directeur national de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Garantir l'inclusion et la participation des personnes vivant avec handicap suppose que les conditions soient créées pour leur permettre, au même titre que les autres citoyens de la République, donc pour leur permettre de jouer leur rôle de citoyen. Et ceci suppose donc que des mesures soient prises pour que lors, n'est-ce pas, de l'enregistrement sur la liste électorale et lors du vote, ils aient accès à ces centres. Mamadou Sissoko, représentant de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Nous attendons de cet atelier à ce que les participants puissent améliorer leur compréhension et leur capacité de pouvoir évaluer les centres de vote et les bureaux de vote conformément à l'accessibilité des personnes vivant avec handicap. Qu'ils puissent aussi développer une checklist qui va leur permettre déjà de pouvoir pointer les éléments d'accessibilité ou d'inaccessibilité des centres d'enregistrement et des bureaux de vote. Cet atelier est aussi l'occasion pour les organisations des personnes vivant avec un handicap de développer une stratégie de plaidoyer ainsi que des outils de monitoring, toutes choses qui devront permettre d'améliorer leur participation aux processus électoraux. 13h08, actualité sur le continent. La visite de la mission de la délégation de la CEDEAO à Ouagadougou s'est achevée hier en fin d'après-midi. Une délégation ouest-africaine composée de la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, Suzy Carla Barbosa, présidente de la commission de la CEDEAO, les Gambiens Omar Aliou Touré et de Mahamadou Issoufou, ancien chef de l'État du Niger en tant que médiateur. Ils étaient partis évaluer la situation au Burkina Faso. La mission avait aussi pour objectif de prendre contact avec les nouvelles autorités de la transition en vue d'un accompagnement du pays. Au cours des échanges, le capitaine Ibrahim Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation des élections et un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Le congrès pré-COP27 en prélude à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est achevée hier à Kinshasa. Elle s'est terminée sur une note positive avec la promesse d'un financement de plusieurs milliards de dollars d'ici 2025 pour la lutte contre les changements climatiques. Les pays hôtes ainsi que plusieurs autres pays africains ont plaidé leur cause et ont mis les nations responsables des changements climatiques devant leurs responsabilités. La conférence annuelle pour le climat se déroulera en Égypte du 6 au 18 novembre prochain. Le président russe Vladimir Poutine finalise l'adhésion des 4 régions d'Ukraine devenues russes suite à des référendums. Il a signé aujourd'hui la loi d'adhésion des 4 nouvelles régions et les décrets nommant à leur tête de nouveaux dirigeants. Les textes signés par les dirigeants russes stipulent que les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijie font désormais partie de la Russie en conformité avec la constitution de la Fédération de Russie. Retour chez nous avec cette page société. Annoncer une mauvaise nouvelle n'est pas habituellement aisé dans la société malienne. L'exercice devient encore plus délicat quand
l'exercice devient encore plus délicat lorsqu'il s'agit d'un décès. D'où le choix auparavant d'émissaires assez sages, sachant trouver les mots justes pour annoncer la mauvaise nouvelle. Tel n'est plus malheureusement le cas à l'heure de l'évolution technologique. Maintenant, n'importe qui s'arroge le droit d'annoncer un décès sur les réseaux sociaux sans la moindre précaution ni la moindre bienséance. Quelles peuvent être les conséquences éventuelles de telles attitudes permissives? Élément de réponse avec Maïmouna Guindo. Ce jeune homme âgé d'une vingtaine d'années répond au nom de Fousseini Traoré. Rencontré au grand dans les rues de Missira, il n'a Dieu que pour son téléphone. Concentré sur son écran, Fousseini Traoré est sur les réseaux sociaux. Et parmi les publications qu'il défile, figurent de nombreuses images sur lesquelles est mentionné RIP, un mot d'origine latine requiescat in peace, qui signifie en français « repose en paix ». Internet est dans nos habitudes. Généralement, je me connecte sur Facebook tous les jours et pas un jour qui passe sans que je ne vois plusieurs annonces de décès. Parfois, sur le profil de l'intéressé, on voyait une photo noire, mais ce qui est plus fréquent maintenant, c'est la photo de la personne décédée et on like. En effet, depuis un certain temps, les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et TikTok servent de plateforme de publication de décès, un moyen pour certains de montrer leur peine pour tenter d'évacuer la douleur. Selon moi, ce n'est pas un mal en soi de publier les annonces de décès sur la toile. Personnellement, je le fais et j'ai vraiment été réconforté par ma communauté le jour où j'ai perdu un proche. Oui, je publie des annonces de décès sur mon statut WhatsApp et sur ma page Facebook. Pour moi, c'est une manière d'informer les gens et parfois de me faire aider psychologiquement par mes proches si je suis concernée. Si, pour certains, c'est une manière de se consoler ou de compatir à la douleur des proches, pour d'autres, ce genre de publication n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Il devrait donc être hors de question de les liker, comme on le dit, c'est-à-dire les aimer. Je ne sais pas du tout pourquoi les gens s'adonnent à ce genre de pratique. Tu ne peux pas te connecter sur les réseaux sociaux sans voir la photo d'une personne décédée. Et ce que je ne comprends pas, c'est le fait de demander aux gens d'aimer la publication. Doit-on aimer la mort ? La technologie a des avantages, mais on va dire aussi que les gens ne savent pas du tout comment l'utiliser. Parfois, on publie les photos des filles qui sont décédées, que leur âme repose en paix, mais il n'y a pas du tout d'habillement décent sur les différentes photos publiées. Un phénomène beaucoup plus grave. Des internautes se permettent parfois de publier des annonces de décès de certaines personnes alors que celles-ci sont bien vivantes. Ce fut le cas pour de nombreuses personnalités. Les citoyens lambda est également concerné. Gassambara et Aminata Diallo nous racontent leur histoire. Un jour, alors que j'étais déconnecté, un de mes amis a publié une de mes photos sur laquelle il était écrit RIP. Et en voyant la publication, mes autres amis ont eux aussi commencé à partager la même photo. C'est un ami à moi qui, en voyant la photo, s'est mis dans un état de choc vu qu'on venait de se quitter. Il a commencé à paniquer et a tout de suite prévenu sa famille. Selon lui-même, il ne sait pas pourquoi, mais il a voulu m'appeler parce qu'il n'arrivait pas à y croire. Quand j'ai pris le téléphone, il a crié en pleurant. Ça a été une expérience pour moi. J'ai été choqué par l'état de mon ami. J'étais loin de penser à la mort. À plus forte raison, imaginez qu'il s'agissait de moi. J'ai été une fois témoin de la mort d'une personne causée par Facebook. Une dame dont je vais taire les noms est morte banalement. C'est sa fille qui a vu sur le réseau social que son frère est mort. La fille, prise de panique, a montré la publication à sa mère. Choquée, la dame a perdu connaissance. On croyait tous que ce n'était pas grave, alors que la femme venait de perdre la vie. Quelle peut être la vision de l'islam concernant ce phénomène? Écoutons l'imam Amidou Diallo. On ne peut pas dire que l'annonce d'une nouvelle sur les réseaux sociaux est interdite, mais c'est quoi le contenu et puis c'est quoi l'intention du
passage du message. Si l'intéressé a l'intention d'informer l'opinion nationale et internationale d'un communiqué de décès avec une bonne intention, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si l'intéressé a l'intention de faire du buzz, comme on le fait aujourd'hui, pour causer du tort ou bien pour nuire à l'image de la personne qui vient de décéder, donc cette dernière aura vraiment des péchés. Pour le sociologue Yagouba Dogoni, le phénomène n'a pas que des inconvénients. C'est d'abord le fait que maintenant que vous répartissez une personne, vous voudrez vraiment que les gens viennent à votre secours psychologiquement, moralement, pour vous soutenir et aussi financièrement dans d'autres cas. La deuxième motivation qu'on peut citer, c'est le fait que la personne qui est décédée peut avoir des relations sociales. Donc le fait maintenant qu'on publie l'information, ça permet à beaucoup de connaissances du défunt de pouvoir s'informer. Lassana Kouyaté est ingénieur en cybersécurité. Selon lui, le fait de publier le décès d'une personne est passif de poursuites judiciaires. Il faut savoir qu'il est interdit de faire des publications de décès, des expressions de décès sur les réseaux sociaux. Des rumeurs, en la détaillant ou en la rapportant, est considéré comme responsable du point de vue juridique. Si c'est une rumeur qui est vérifiée, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Les victimes de ce genre de rumeurs peuvent ou ont la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre des auteurs de ces publications-là. Attention donc à ce que nous mettons sur nos différents réseaux sociaux. Cela nous permet d'éviter certains cas de décès. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Basketball, les dernières rencontres des quarts de finale de la Coupe du Mali ont été jouées hier, dévoilant du coup l'affiche des demi-finales. Oui, l'une des oppositions phares au programme hier était Stade malien de Bamako Djoliba AC Andam. Finalement, victoire des Sadis 69-58. Les affiches des demi-finales Andam. L'AS Real jouera contre le Stade malien de Bamako et l'AS Police sera face à l'USFAS. Chez les hommes, le Djoliba Athletic Club affrontera l'AS Bandé et le Stade malien de Bamako sera opposé à Fassou Kano. Ces rencontres de demi-finale se jouent samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Compétitions africaines des clubs, nos deux représentants jouent ce week-end à domicile. Le Djoliba AC et l'AS Real de Bamako vont aborder une autre étape importante sur la scène africaine ce week-end. En Ligue des Champions, il ne reste plus qu'un des retours pour les Rouges de Bamako pour accéder à la lucrative et prestigieuse phase des poules. Et l'équipe qui se dresse devant le Djoliba Athletic Club au dernier tour est CR Belouizdad d'Algérie. Les Djolibis reçoivent Belouizdad ce dimanche avant d'aller en Algérie pour le match retour une semaine après. Le championnat algérien est à la 6e journée et le CR Belouizdad occupe la 2e place avec 4 matchs, 4 victoires et 2 matchs en moins. Toutefois, il revient aux Rouges de Bamako de tout donner à domicile pour obtenir un bon résultat avant d'aller négocier le retour à Alger. L'AS Real de Bamako, elle, évolue en Coupe de la Confédération avec comme adversaire au deuxième tour préliminaire Ers of Oak Dakar du Ghana. La rencontre allée se joue ce samedi à Bamako, tout comme le Djoliba Athletic Club. Les Scorpions de Bamako devront aussi sonner la révolte à domicile pour pouvoir voyager sereinement dans une semaine à Accra, au Ghana. Tournoi UFOA des cadets en Mauritanie, le Mali et le Sénégal se disputent la première place du groupe B aujourd'hui. Déjà qualifiés dans le groupe B pour les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football qui se déroule en Mauritanie, le Mali et le Sénégal s'affrontent ce mercredi pour la première place du groupe. Large vainqueur lors de leur premier match 7-1 contre le Cap-Vert, les cadets maliens, même en cas de nul, resteront leaders du groupe. Le groupe A, lui, a déjà livré ses qualifiés pour les demi-finales. La Sierra Leone première affrontera le deuxième du groupe B et la Mauritanie deuxième croisera le premier du groupe B. La Guinée a enfin réagi à la décision de son retrait de l'organisation de la CAN 2025 par la CAF. Ousmane Gawel Diallo, porte-parole du gouvernement de la Guinée, a annoncé que les Guinéens étaient très déçus de la décision de la Confédération africaine de football de leur retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est une déception parce que, encore une fois, comme dans beaucoup d'organisations internationales, le lobby financier est plus puissant que les réalités, a-t-il déclaré. La CAF estime que la Guinée est énormément en retard par rapport à l'organisation de cette compétition prévue en 2025. Ligue européenne des champions, la 3e journée des matchs de poule s'achève aujourd'hui.
Il y aura ainsi 8 rencontres à 16h45 déjà. Les Allemands de Leipzig, avec 2 défaites en 2 sorties, vont tenter de se relancer face à Celtic d'Écosse. Au même moment, les Croates du Dynamo Zagreb, 3 points, joueront en Autriche. C'est Salzbourg. Les 6 autres affiches sont prévues à 19h. Manchester City et son redoutable attaquant, le cyborg Erling Haaland, reçoivent les Danois du FC Copenhague. La Juventus de Turin, 2 matchs, 2 revers, accueille Maccabi Haïfa d'Israël. Le Borussia Dortmund ira en Andalousie pour jouer contre le FC à Séville. Le Real Madrid, tenant du titre, reçoit les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Les Blues de Chelsea, 1 point après 2 journées, auront fort à faire au Milan AC. Et match piège pour le Paris Saint-Germain qui jouera chez le Benfica Lisbonne au Portugal. La déformation après 2 journées compte 6 points chacune. Merci à toi, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'Association malienne pour la biosécurité et la biossûreté Ambios. C'est un organisme non gouvernemental à but non lucratif créé en 2011. L'association a pour objectif de promouvoir et d'améliorer les connaissances et les pratiques de biosécurité et de biossûreté à travers les Mali et l'Afrique occidentale. Agibou Koulibaly. L'Association malienne de biosécurité et de biossûreté Ambios est née de l'union des professionnels de la santé humaine, animale, chercheurs et scientifiques travaillant dans les domaines de la biologie et de la biotechnologie, de l'environnement et de l'agriculture. C'est une organisation qui regroupe des savants de ces domaines. Professeur Djibril Sangaré, président de l'Association malienne de biosécurité et biossûreté. La vision de notre association, c'est la sécurité et la sûreté biologique pour tous au Mali et en Afrique de l'Ouest, avec comme mission essentielle soutenir le développement et la mise en œuvre des politiques, normes et procédures pertinentes relatives à la biosécurité et la biossûreté. Ensuite, collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement, les partenaires locaux et internationaux, organisations de la société civile et d'autres parties prenantes sur les questions relatives à la biosécurité et à la biossûreté. Et enfin, comme dernière mission, sensibiliser les citoyens et les autres parties prenantes sur les questions relatives à la biosécurité et à la biossûreté à travers la recherche, les séances de formation et les campagnes de sensibilisation. Dr Mamoudou Kodjo, secrétaire général de Ambios. Nous allons aussi impacter sur l'environnement. L'environnement, c'est la population, c'est la communauté. Donc, de telle sorte que cette question de biosécurité peut être gérée de façon adéquate à ces 3 niveaux-là. Extrêmement important. Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement où il y a tellement de pathogènes, de pathologies, de maladies. Si on ne prend guère, si on ne les contrôle pas, si on n'a pas un capital de personnel qui est formé et arrive à contrôler ces germes-là, ça peut poser problème. Pour l'atteinte de sa mission, la structure axe ses actions autour de certaines valeurs fondamentales. Professeur Djibril Sangaré, président de l'Association malienne de biosécurité et de biossûreté. L'aspect, c'est l'activité que l'Ambios entreprend de par ses capacités techniques en termes de conception de biossûreté et de biosécurité, dont vous avez récemment été témoin, c'est-à-dire aujourd'hui le développement du cadre global et national de biosécurité et de biossûreté au Mali. Ceci est capital. Au lieu de gérer ou de travailler ou d'agir vraiment, comme on le dit entre guillemets, à l'aveuglette, on veut avoir un cadre national dans lequel tous les acteurs vont se retrouver et qui vont opérer en toute légalité en matière de biosécurité et de biossûreté. Ce cadre va comprendre des textes de loi, des textes réglementaires, mais aussi des normes. Et cette norme, elle sera une norme malienne de biosécurité et de biossûreté. Et les derniers détails techniques sont aujourd'hui en phase de finalisation au niveau de l'Agence nationale de normalisation au Mali. Et bientôt, on va avoir ces normes qui vont être distribuées et qui vont être en vigueur pour l'ensemble des travailleurs des laboratoires. L'Ambios possède des expertises dans plusieurs domaines de développement. Diakité Aminatassi est responsable qualité au niveau du laboratoire central des eaux. Comment s'y prendre quand il y a un incident ou bien un accident dans un laboratoire? Étant responsable qualité au niveau d'un laboratoire, je viens d'être formé par l'Ambios, l'association malienne de la biosécurité et de la biosécurité. Donc cette formation vraiment c'est importante pour moi parce qu'étant responsable qualité, il faut savoir comment se protéger au niveau d'un labo. Il faut savoir quelles sont les décisions à prendre en cas d'incident ou accident au niveau du laboratoire. Quand je serai formée aujourd'hui et certifiée en biosécurité et en biosécurité, je vais être une formatrice au niveau de mon structure en apprenant à tout le personnel de mon labo comment se protéger devant un danger, s'il y a une menace,
comment prendre des décisions par rapport à la menace. A rappelé que depuis octobre 2016, Ambios a reçu un financement du programme de partenariat mondial du gouvernement canadien pour renforcer le système national de biosécurité et de biosécurité au Mali. Merci Agibou Koulibaly. Ici prend fin ce journal présenté par Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara et Sidi Koulibaly, mise en ligne par Marcel Tessogué et réalisation Maïmouna Guindo, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.